sur cette édition du FIC 2021. J'ai déjà croisé bon nombre d'entre vous sur des conférences précédentes et aujourd'hui, avec le Canada, c'est un vrai plaisir donc d'être à vos côtés. Alors on va échanger avec vous, Antoine, donc, qui est à mes côtés, et puis deux autres intervenants qui vont intervenir depuis le Canada en visioconférence. Donc on va laisser quelques minutes à la régie pour pouvoir nous connecter directement avec les acteurs qui sont restés sur place. Alors on vous propose pendant les 45 minutes qui viennent de découvrir la cybersécurité au Canada, un écosystème particulièrement riche et innovant. On va y revenir bien sûr avec nos invités, puis on aura un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Comme vous êtes très nombreux et nombreuses, j'imagine qu'il y aura aussi beaucoup de questions. Peut-être que certains d'entre vous rejoindront le Canada, investiront prochainement. En tous les cas, on vous le souhaite. Peut-être pour replacer un petit peu dans le contexte aussi l'importance. Le Canada, donc 4e plus grand pôle d'innovation en cybersécurité dans le monde. Je crois qu'il y a des chiffres qui ne trompent pas. Un secteur qui contribue pour 1,1 milliard d'euros au PIB canadien, qui compte plus de 11 000 emplois. Beaucoup d'entreprises, on reviendra sur la structuration de cet écosystème, notamment des startups, près de 800 dans l'intelligence artificielle, et on reviendra aussi sur ces dimensions-là. Et puis évidemment, un gouvernement canadien qui investit massivement, une stratégie nationale en cybersécurité, avec, on le reviendra dessus, des chiffres assez importants qui sont en milliards de dollars et donc en milliards d'euros. On fera la petite conversion, ce qui montre effectivement l'intérêt et l'investissement du gouvernement sur une dimension et un sujet évidemment qui touche le monde entier aujourd'hui. Et puis pour les entreprises, et on y reviendra évidemment, qui souhaitent investir au Canada, beaucoup de choses sont également mises en place pour favoriser les investissements et notamment des entreprises innovantes qui peuvent apporter leur concours au renforcement donc, de cet écosystème canadien qui est déjà en place. Alors, je le disais, Antoine est à mes côtés. Antoine Normand, PDG de Bluebeer LES. Et vous êtes également le président de INSEC. Merci d'être à Lille avec nous. Mais ça me fait grand plaisir. Ça faisait surtout plaisir de prendre un avion pour la première fois. Et de se retrouver tous ensemble pour voilà, partager votre quotidien au Canada. Beaucoup de choses à évoquer. Alors, je sais qu'ils souhaitaient être avec nous en présentiel. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Mais ils sont quand même connectés à distance. On a le plaisir d'avoir Tyson Johnson également avec nous. Tyson, vous allez bien? Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend très Tyson, bien. Et je vous dis que c'est la première fois depuis quelques années que je ne suis pas là à Lille. Donc, en plus, normalement, le FIC est en plein hiver et je manque aussi un bon été à Lille. Donc, bonjour à tous. alors, on va peut-être voir en termes de technique de son, parce que je pense qu'on n'entend pas forcément très bien Tyson, mais on va revenir. Je sais qu'on peut compter sur les techniciens de l'île Grand Palais pour résoudre ça. Donc, Tyson Johnson, qui est directeur général de Cyber NBC donc au Canada. Et puis, Christophe Muraté. Christophe, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes le directeur innovation et design de Cortaix Thales. Évidemment, on va parler d'intelligence artificielle avec vous. Oui, bonjour. Je vous entends très bien. Merci Christophe donc d'être avec nous à distance. Peut-être Antoine, on peut débuter cette session ensemble sur la stratégie nationale de cybersécurité pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment ça se passe et les moyens qui sont mis à disposition. Il est évoqué 325 millions investis dans le programme de la stratégie nationale, mais au-delà de cette injection, on parle de 10 milliards de dollars. Si on convertit, ça fait 7 milliards d'euros. À peu près 7 milliards d'euros. Pour la décennie à venir. Le 350 millions, c'est une stratégie qui a été annoncée par le gouvernement du Canada 2018-2019 pour mettre en place au départ une agence, un centre canadien de la cybersécurité qui ressemble beaucoup aux fonctions que l'ANSSI opère du côté français, là, sans être aussi exhaustif, et aussi des investissements assez importants dans des consortiums d'universités en recherche en cybersécurité et aussi auprès du Conseil national de recherche du Canada qui aide directement des entreprises innovantes à améliorer leur posture et leur cyberhygiène. Donc, ça résume un peu le 500 millions de dollars. L'estimé seulement du gouvernement canadien sur la décennie de 2020 à 2030, c'est environ 10 milliards de dollars d'investissement en cyber, notamment au niveau des armées, évidemment des forces armées canadiennes, mais aussi
au niveau de la protection de tous les réseaux, des infrastructures critiques, des choses comme ça. Ces montants-là excluent ce que chacune des provinces, donc on a 10 provinces, 3 territoires, vont elles-mêmes investir en cybersécurité. Au Québec, le dossier transformation numérique, qu'ils l'appellent, vaut à peu près 1 milliard de dollars là, sur 3-4 ans. Donc, des sommes assez importantes. Donc, ce sont des sommes importantes. Est-ce qu'elles vous paraissent suffisamment importantes eu égard à la situation qu'on connaît aujourd'hui en matière de cyberattaque, évidemment, qui touche le monde entier? Est-ce que cet investissement est suffisant? Si on ramène, vous parliez beaucoup injecté dans le ministère des Armées, ministère de la Défense nationale du Canada. Le budget, c'est 18 milliards de dollars sur 2021-2022. Là, on parle de 10 milliards augmentés dans les provinces. Avant la pandémie, je vous aurais répondu que c'était probablement réaliste. Mais ce qu'on voit en termes d'augmentation de la surface d'attaque, d'augmentation du nombre d'attaques, d'augmentation d'incidents de cybersécurité, moi je travaille beaucoup en forensique, la quantité de données qui est saisie par les policiers qui doivent maintenant faire des réunions pour décider qui ils arrêtent et qui ils n'arrêtent pas, ça va probablement nécessiter des investissements supplémentaires. Ouais. Sur cette stratégie, donc là on vient de parler de budget, c'est évidemment le nerf de la guerre, donc c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'elle entend adresser? Comment est-ce qu'elle va porter ces différents sujets? Quelle est un peu la feuille de route? La feuille de route, et puis probablement que Tyson va être capable de répondre à ça aussi, mais la feuille de route est de multiples niveaux. Premièrement, un gros focus sur la protection des infrastructures critiques, un focus aussi sur le renforcement de l'industrie, sur la souveraineté numérique. On a des débats similaires au vote. Les données sont hébergées où? Comment elles sont protégées? Il y a des lois qui étaient à l'étude parce qu'on est en élection actuellement, donc le Parlement est prorogé, mais le Québec lui-même a une loi qui s'inspire de GDPR, donc ça fait partie aussi de la stratégie. Mais évidemment, vraiment de renforcer autant l'industrie que les infrastructures critiques. Tyson, si vous m'entendez, est-ce qu'on peut évoquer aussi avec vous ce sujet de la feuille de route de cette stratégie nationale cyber au Canada? Alors, Tyson, on ne vous entend pas. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez la main pour activer votre son ou votre micro. Bon, Tyson, on vous laisse peut-être prendre quelques minutes pour voir si vous pouvez soit activer votre micro, soit si en régie on peut faire quelque chose pour nous connecter avec Tyson. Peut-être, Antoine, un point notamment sur l'identité numérique. C'est un vrai sujet pour le Canada, mais compliqué. Oui, c'est ça. J'écoutais la conférence que vous animiez hier sur l'identité numérique et j'essayais de départager qu'est-ce que les postes font, qu'est-ce que France Connect fait. C'était un peu confus, mais nous, c'est vraiment pire. L'identité numérique, c'est une compétence provinciale. Donc, chacune des provinces a son propre projet d'identité numérique forte et compétitionne un peu entre elles sur la Colombie-Britannique a sa BC Card, et puis là, le Québec dit, nous, on va avoir notre première identité numérique et tout ça. Le gouvernement du Canada émet aussi des identités numériques, émet des identités numériques aux militaires, aux réfugiés, aux immigrants, à tous ceux qui relèvent de lui, mais en plus donne des identités numériques aux entreprises. Et donc, où est-ce que ça commence à se compliquer, c'est quand quelqu'un bouge d'une juridiction à l'autre. Donc, si avec mon identité numérique québécoise, je veux aller louer une voiture en Colombie-Britannique, m'inscrire à l'université au Manitoba ou fournir une copie électronique de mon permis de conduire au Nouveau-Brunswick, il faut que ça devienne interopérable. Et c'est excessivement compliqué de s'entendre. Le débat a lieu actuellement sur les preuves vaccinales. Est-ce qu'on a un portefeuille de preuves vaccinales ou on a seulement un claim qui est dans le portefeuille? Est-ce que c'est un code QR, pas un code QR? J'ai un code QR québécois. Je marche 500 mètres pour aller à Ottawa au restaurant, il ne fonctionne pas. Donc, vous voyez un peu le type de débat qu'on a. Pour pallier à cette problématique-là, récemment, l'organisme que je préside, INSECEM, s'est associé avec,
je vais l'appeler en français, ça s'appelle DIAC en anglais, là, mais plus ou moins l'Association canadienne de l'authentification et de l'identité. On a fait un joint venture pour créer une nouvelle organisation qui s'appelle le Laboratoire d'identité numérique du Canada. Et c'est un organisme entièrement indépendant, entièrement neutre, qui n'est ni contrôlé par l'industrie, ni contrôlé par les gouvernements. Et c'est l'endroit où chacune des 10 provinces, des 3 territoires et du gouvernement du Canada vont venir mettre des sandbox qui vont contenir les définitions, les requirements en anglais, les définitions de leur identité numérique, et où des entreprises canadiennes ou étrangères vont pouvoir s'abonner et venir tester leur solution pour s'assurer que la solution d'identité numérique de je ne sais pas moi, Atos, SecureKey, peu importe, va fonctionner dans toutes les provinces et avec le gouvernement du Canada. Donc, c'est une nouvelle infrastructure publique qui a été lancée en juin 2020, en plein confinement. La question de l'interopérabilité qu'on a beaucoup évoquée effectivement sur l'identité numérique au niveau européen, puisque finalement nous avons cette problématique entre États européens telle que vous l'avez avec les différentes provinces qui composent le Canada. Vous parliez justement des entreprises qui vont pouvoir interagir, proposer. Elles sont nombreuses. L'écosystème est très riche, hein, je le disais en ouverture de session. Est-ce que peut-être Tyson, si vous arrivez à nous entendre et si on peut avoir l'immense plaisir de vous entendre, nous aussi, nous présenter peut-être cet écosystème. Est-ce qu'il y a beaucoup de PME, de start-up innovantes? Est-ce que ce sont plutôt des grands groupes? Et comment tout cet écosystème coopère-t-il? Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous pouvez m'écouter maintenant. Oui, on t'entend. Oui? Oui. Excellent. Donc, premièrement, merci pour l'invitation de venir vous parler aujourd'hui. Et comme je l'ai dit en avant, c'est la première fois depuis quelques années que je ne suis pas là. Et normalement, le fait qu'il est en plein hiver à Lille, donc je manque aussi une bonne fin d'été à Lille. Donc, bonjour à tous de loin. Mais au niveau de l'écosystème ici au Canada, c'est vraiment un écosystème qui grandit beaucoup pendant les dernières 10 ans et on a beaucoup de choses à faire. Donc, je pense qu'Antoine a expliqué qu'il y a beaucoup d'investissements dans le gouvernement du Canada et aussi les provinces pour augmenter le niveau de collaboration en cybersécurité pour tout le Canada. Pour nous, on est une organisation de but non lucratif et on travaille avec Antoine et le INSACM et on a des groupes comme Palaz qui sont membres de notre écosystème. Pour tout le Canada, il y a des groupes d'excellence en le site d'infrastructure critique, ici au Nouveau-Brunswick, à la côte est. Il y a aussi le pôle d'excellence en intelligence artificielle à Montréal, à Québec. Il y a aussi des centres d'excellence en objets connectés, industriels et la transportation et autonome à l'Ontario et aussi à Québec. On a des pôles d'excellence en télécommunications 5G à Québec et Ontario et en Alberta. Et il y a aussi des pôles d'excellence dans les ressources naturelles, par exemple les océans et toutes les technologies de l'océan dans le côté est de Nouvelle-Écosse et dans le côté ouest à Colombie-Britannique. Et dans la question de si on investit dans les écosystèmes, le gouvernement du Canada a annoncé quelques années passées, avant le COVID, une annonce de 80 milliards de dollars d'investissement dans la cybersécurité, dans certains secteurs. Et c'est une collaboration entre les universités, l'industrie et le gouvernement. Même hier, ici au Nouveau-Brunswick, il y a eu une annonce entre l'Université de Nouveau-Brunswick et le gouvernement de Nouveau-Brunswick qui ont créé un fonds de 50 milliards de dollars pour l'investissement dans les secteurs de l'innovation digitale. Et pour nous, dans le secteur de cybersécurité, c'est vraiment une horizontale. Ce n'est pas vraiment un vertical. Donc, pour nous,
la cybersécurité est dans chaque secteur et on s'occupe de chaque secteur de l'infrastructure critique. Et dans chaque secteur, il y a besoin de plus d'innovation et d'investissement pour l'innovation et la maturité de cybersécurité. Merci, merci Tyson. Antoine, peut-être un mot? Oui, juste pour poursuivre sur le sujet de Tyson, en termes d'industrie cyber comme telle, là, INSECEM, qui est un peu un mélange d'Exatrost et de pôle systématique cyber, là, on regroupe 118 membres en cybersécurité de partout au Canada, donc de Vancouver à Saint-John. On estime qu'il y a environ 350 à 400 entreprises là, qui sont directement cyber, dépendant si on compte les fintech comme étant incluses ou non. Donc, ça vous donne un peu une idée du portrait général. De ce 350-là, il y en a probablement 1 ou 2 qui sont des grandes entreprises, qui sont des grands groupes. Et des grands groupes canadiens, on en a très peu. Vous connaissez probablement CGI, là, qui est très présente en France, mais à part ça, on n'a pas beaucoup de grandes organisations nationales. Puis c'est probablement causé par un sous-investissement de la part des gouvernements dans les décennies passées. Donc, les très grands contrats, les très gros mandats de cybersécurité sont souvent ou pratiquement toujours gagnés par des sociétés étrangères. Donc, oui, des Thales, mais aussi surtout des Américains, des General Dynamics, des Boeing, des Lockheed Martin, des IBM, Deloitte, etc. Donc, la problématique que ça cause pour les PME canadiennes en cybersécurité, c'est que majoritairement, ces groupes-là vont aller chercher des technologies aux États-Unis, vont aller chercher des technologies en Israël, en Angleterre, etc. Le réflexe qu'ils ont, c'est ça, c'est pas de travailler avec les entreprises innovantes locales. Et c'est une des raisons de la création de notre organisation INSECEM, c'est une des raisons pour laquelle CyberNB aussi a été créé au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment de fédérer les entreprises innovantes, les PME, puis les exposer aux chaînes de valeur qui proviennent de gouvernements puis qui descendent vers des intégrateurs par la suite. Merci Antoine. Alors effectivement, on parlait de grands groupes et notamment Thales qui est présent. Christophe, si vous m'entendez, donc est-ce qu'on peut revenir justement sur comment Thales joue ce rôle d'accélérateur d'innovation et on espère que ce sont avec des PME et des startups canadiennes? Oui, est-ce que vous m'entendez correctement? On vous entend très bien. Parfait. Donc, d'abord, merci au FIC et au gouvernement canadien pour l'invitation. Pardonnez-moi si je m'égare un petit peu, j'ai un énorme écho de ma propre voix. Je ne sais pas si la régie peut régler ça. Je vais y aller de l'avant comme ça. Donc merci pour l'invitation. En effet, par rapport à notre rôle, je pense c'est d'ouvrir des portes et probablement d'en fermer quelques-unes. On a mentionné la zone d'innovation. Je pense que les grands groupes, en effet, ont un rôle clé à jouer dans ces zones d'innovation et dans la capacité à engager, à mobiliser en effet l'écosystème local, notamment start-up. Je dis notamment start-up parce que les grands groupes ont su, et notamment Thales, engager un certain nombre d'écosystèmes locaux largement académiques depuis un certain nombre d'années. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est particulièrement d'engager ce réseau de petites et moyennes entreprises et de créer la confiance. Alors, ouvrir des portes, globalement, c'est une obligation, j'allais dire, ces dernières années. Premièrement, pour permettre à ces petites et moyennes entreprises d'accéder à des marchés qui sont, dans le grand nombre de cas, des marchés régulés et particulièrement touchés et sensibles à la question de la cybersécurité. Et puis, par rapport à l'accélération d'un certain nombre de marchés beaucoup plus ouverts qu'on l'a connu. Donc c'est vrai pour le marché de la cybersécurité, sur lequel on le mentionnait, le volume et la diversité des menaces augmentent constamment. Mais c'est également vrai par rapport au marché de l'intelligence artificielle, qui crée une sorte d'élasticité au niveau des attentes clients, notamment par l'émergence de l'hyper-personnalisation. Et donc une fragmentation de ces marchés qui nécessite de se tourner vers la coopération pour permettre à tous, incluant les grands groupes, de pouvoir
répondre d'un côté à la menace de la cybersécurité et de l'autre à l'hyperpersonnalisation introduite par l'intelligence artificielle. Et notamment au travers de marchés que peuvent être, on a mentionné l'identité numérique, tout ce qui est maintenance prédictive ou ville augmentée. Donc un vrai enjeu d'ouvrir ces portes, de les ouvrir notamment aux fantastiques acteurs locaux avec lesquels on travaille particulièrement depuis la création de notre accélérateur de jeunes pousses et de moyennes entreprises, AI at Santec, autour de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Alors, je mentionnais ouvrir et fermer des portes, les fermer aussi parce que cette diversité implique également aux différents acteurs, grands groupes particulièrement et également jeunes pousses, de décider avec clarté quels sont les sujets cœurs sur lesquels ils veulent se concentrer et quels sont les sujets sur lesquels ils souhaitent déplacer une partie de la création en dehors de l'organisation. Et c'est un des sujets de notre coopération avec les startups et les moyennes entreprises. C'est une des forces de notre programme et notre modèle d'innovation ici au Canada, d'aider ces coopérations gagnant-gagnantes avec les acteurs locaux. Tyson, si vous m'entendez, on évoquait, enfin Christophe vient d'en parler, des enjeux de coopération qu'il faut évidemment renforcer, alors à la fois avec les entreprises entre elles, mais également avec les acteurs institutionnels, étatiques, que ce soit au cœur même du Canada, mais aussi hors des frontières, et on pense évidemment, alors nous qui sommes ZOFIC, potentiellement à des actions de coopération avec l'ANSSI, avec le ComCyber des armées, le ComCyber de la gendarmerie. Je sais que certains des acteurs sont dans la salle, donc ça devrait particulièrement les intéresser. Est-ce qu'aujourd'hui ces actions sont initiées? Je sais que ça fait partie notamment du plan ministériel de sécurité publique du Canada de vouloir renforcer ces différentes coopérations, ces partenariats. Est-ce qu'on peut partager un peu d'informations sur ça? Oui, absolument. Et la collaboration, avant tout, c'est vraiment notre mandat ici. Et c'est un mandat qu'on travaille avec le gouvernement ici au Canada et d'ailleurs. Quelques années passées, à FIC, par exemple, j'ai visité l'ANSSI avec notre directeur général de Public Safety Canada et on a parlé de leur système et comment ils collaboraient avec l'industrie ici en France, qui est vraiment plus mature de qu'est-ce qu'on fait encore ici au Canada. Donc, on veut collaborer plus pour savoir plus. Mais de cette façon, on a découvert le EBIOS, le système de gérer les risques, la façon d'utiliser le EBIOS dans les systèmes de cybersécurité ici, dans l'industrie. Donc, maintenant, on a une collaboration avec All4Tech. C'est une compagnie française qui est là chez FIC aujourd'hui et on travaille avec eux parce qu'on veut que le EBIOS est une plateforme, un framework très mature et très capable, soit donné, soit accessible à nos compagnies ici au Canada, même nos systèmes gouvernementaux. Donc, le partage et la collaboration continuent. On a aussi parlé beaucoup avec l'Ukraine dans les dernières années et on commence aussi un bon entraînement, un bon commencement avec la Roumanie aussi. Et on sait bien qu'il y a le centre d'excellence de cybersécurité pour le EU qui va être situé à Bucarest. Donc, notre niveau de collaboration continue autour du Canada, mais aussi d'ailleurs comme autour de l'Europe. Donc, pour nous, on regarde la France comme un pays très mature en comparaison et on veut continuer de profiter de leur collaboration et de travailler avec les compagnies qui sont plus matures, plus capables et de leur aider d'entrer dans le système, dans le marché canadien et même les compagnies canadiennes qui peuvent exporter vont aller installer en France pour le marché français, mais aussi le marché européen.
Merci beaucoup Tyson. Alors on va peut-être évoquer aussi les opportunités au Canada, puisqu'on a compris que beaucoup de choses se mettaient en place et qu'il y avait aussi besoin de renforcer quelque part cet écosystème qui est déjà très dynamique. Beaucoup de choses sont faites par le gouvernement canadien pour attirer les investisseurs et notamment français. Quels sont les domaines dans lesquels vous avez des besoins? On imagine la blockchain, l'IA, la gouvernance. Exactement. Blockchain, la protection des données personnelles. Vous avez une expérience là, depuis la mise en place de RDPG, GDPR, RGPD, pardon. Je le dis toujours en anglais, je suis désolé. Donc, il y a 2 projets de loi qui sont actuellement à l'étude, un au gouvernement du Canada, un au gouvernement du Québec. Celui du gouvernement du Québec va pratiquement aussi loin que le règlement général de protection des données. Donc, de l'expertise à ce niveau-là, c'est quelque chose que nous, on va devoir commencer à développer, alors que beaucoup de vos entreprises l'ont déjà. J'écoutais mon ami Jean-Noël ce matin d'Exatrost lors de son allocution qui parlait beaucoup de faut utiliser la relance pour appuyer l'industrie française, faut développer des technologies ici, il ne faut plus être dépendant des États-Unis. Mais je soumettrais qu'il ne faut pas être trop protectionniste non plus. On a un traité de libre-échange qui est tout nouveau entre l'Europe et le Canada. On a des valeurs qui sont très, très similaires et on est probablement parmi ceux qui sont le plus capables de travailler en collaboration pour de l'innovation en cybersécurité. Puis moi, un de mes objectifs, un de mes rêves, c'est que sur la feuille de route des premiers ministres, entre le premier ministre français et le premier ministre québécois, que la cybersécurité soit un des sujets de collaboration. Alors comme on est très écouté au FIC, j'imagine que cette information parviendra au plus haut niveau de l'État français pour que des suites soient données favorables à ces échanges, évidemment, entre la France et le Canada. Est-ce qu'on peut parler peut-être de l'Internet des objets ? C'est aussi évidemment un sujet important, et puis les infrastructures critiques. Oui, les deux sont un peu reliés, notamment l'Internet des objets dans, par exemple, les réseaux hydroélectriques. Vous savez que la manière que le grid électrique est fait au Canada, c'est très interrelié avec les États-Unis, sauf au Québec, qui a son propre grid électrique. Il y a beaucoup de mouvements vers la transformation de ces réseaux-là vers des réseaux SCADA, IP, où est-ce que l'opérationnel vient toucher au côté business et où il peut y avoir des échanges et donc des contaminations possibles. Il y a aussi tout le secteur manufacturier qui... on s'en rend de plus en plus compte, là, mais qui n'a pas tenu compte nécessairement des IoT dans son secteur, dans le secteur manufacturier comme tel. Donc, il achetait une chaîne de montage complète d'un manufacturier en particulier. Tous les contrôleurs, tous les senseurs étaient tous de la même entreprise. Il y avait tous 000 comme mot de passe. Maintenant, ils sont exposés vers l'extérieur. Donc, ça devient un vrai sujet. Et je vous dirais particulièrement pour les collectivités locales encore plus. Nos villes, nos petites villes se font attaquer. Il y a des ransomware à toutes les semaines. Les consultants en cyber-réponse à ce type d'attaque-là, maintenant disent à peu près, on est trop débordé, on s'excuse, on peut pas vous aider, reconstruisez tout à partir de zéro. Donc, au niveau des collectivités, on est rendu à ce niveau de problématique-là. Une problématique qui est internationale, hein, puisqu'on voit aussi sur notre sol national en France cette même problématique. Et d'ailleurs, je crois qu'un partenariat entre la gendarmerie et les collectivités ont été signé pour justement mieux les accompagner encore, puisqu'effectivement, sur le terrain, c'est particulièrement compliqué sur les différents territoires. Tyson, Christophe, est-ce qu'on peut rajouter un mot, peut-être Christophe, sur les besoins en intelligence artificielle ? Oui, alors juste d'abord pour rebondir sur la question des échanges, et d'abord... déjà au Canada, une belle passerelle avec le Québec par rapport à la France. Je pense qu'il est essentiel en effet que dans ces zones d'innovation dont on parlait par rapport à ces échanges, les grands groupes et de plus en plus d'organismes, et notamment publics, viennent à poser leurs problématiques pour permettre en effet de créer une dynamique tout autre au niveau de l'accélération des startups. En somme, d'arriver à mettre en face des solutions des startups des véritables problèmes, facilitant leur distribution. Concernant les axes prioritaires ou d'intérêt, certainement l'intelligence artificielle, notamment donc dans son application par rapport à la cybersécurité, pour répondre à ces menaces grandissantes,
On parlait de forensique un peu plus tôt dans la discussion. L'enjeu également de tout ce qui est objets connectés IoT industriels, qui implique au niveau des objets connectés, mais également au niveau des logiciels embarqués, de nouvelles menaces, et donc le besoin pour des solutions innovantes qui savent rester dynamiques par rapport à l'évolution de ces menaces constantes. Et puis évidemment l'avènement du quantum, qui va évidemment bouleverser le domaine de la cybersécurité et sur lequel on est particulièrement attentif. Donc je dirais tout ce qui est Edge AI, tout ce qui est Quantum AI, qui deviennent aujourd'hui des zones d'hybridation entre d'un côté l'IA et la cybersécurité. Peut-être un mot à présent sur ce que le gouvernement met en place pour accueillir les entreprises qui pourraient répondre aux besoins dont on vient justement de parler. Est-ce qu'on peut évoquer quelques... Alors, ils sont très nombreux, hein, mais 2 ou 3 peut-être éléments clés pour les entreprises qui souhaitent investir. Oui, premièrement, les 3 niveaux de gouvernement essaient d'attirer des entreprises et généralement offrent un certain niveau de financement. Donc, gouvernement du Canada, le gouvernement de chacune des provinces qui ont des programmes d'attractivité, et ensuite les gouvernements municipaux, les villes ont aussi des programmes intéressants pour l'attraction d'investissements. On vient tout juste d'évoquer les zones d'innovation. Juste pour clarifier ce que c'est pour tout le monde, le gouvernement du Québec a lancé l'année dernière un nouveau programme de financement de développement économique local qu'ils ont appelé des zones d'innovation. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est votre nouveau campus cyber. Donc, c'est de la création d'une zone géographique d'un lieu particulier qui va se spécialiser dans un domaine particulier. Donc, la cybersécurité, c'est un des domaines qui a été évoqué, mais il y a aussi la santé numérique, il y a aussi d'autres domaines, l'agriculture 4.0, le manufacturier, etc. Donc, chacun de ces projets de zones-là qui sont répartis un peu partout sur le territoire du Québec sont actuellement à l'étude. Et ça peut faire des endroits très, très, très attractifs où c'est plus facile de financer des projets, c'est plus facile d'attirer du talent, des cerveaux. Et donc, je vous invite à suivre l'évolution de ces programmes gouvernementaux-là qui vont concentrer des investissements très importants vers des initiatives particulières. Et sur les différents éléments qui favorisent l'arrivée des investisseurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière, notamment le faible coût d'exploitation, ça c'est souvent cité par le gouvernement? C'est un faible coût d'exploitation. Au point de vue ressources humaines, évidemment, le coût de la vie étant pas mal plus bas qu'ici, ou même qu'aux États-Unis, ça rend les salaires encore raisonnables et les choses plus faciles à faire. Évidemment, on est en pénurie de main-d'œuvre aussi, donc on met beaucoup de pression sur nos universités, sur nos collèges pour qu'ils produisent plus de talents. Pour les Français en particulier, je vous ramène encore le traité de libre-échange qu'on a avec vous, avec l'Europe, mais il existe un autre traité de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Donc, le Québec peut devenir un pont où on installe une filiale et cette filiale-là a accès à l'autre traité de libre-échange, tout en étant régi par un système de droit civil et par des avocats, des comptables, des professionnels qui parlent français. Donc, ça peut aider à un projet d'expansion. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs petites et moyennes entreprises françaises. On pense à Devryware, Maltem et d'autres qui commencent à faire ce type d'investissement-là, d'implantation-là. Alors, peut-être qu'on peut prendre quelques questions de la salle. Alors, y a-t-il des questions? Peut-être, voilà, alors, si on peut éventuellement, s'il vous plaît, passer un micro juste devant. Il y a une question, s'il vous plaît. Je vous demanderai juste de bien lever la main parce que nous avons les projecteurs et donc vous êtes nombreux, mais on ne vous distingue pas forcément tous. Bonjour. Ça marche ? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'était de savoir si cette stratégie cyber s'articule avec la stratégie de connectivité, notamment dans le nord canadien.
Oui, juste pour vous expliquer la stratégie de connectivité dont il est question ici, c'est un gros problème au Canada parce que la population est excessivement répartie sur le territoire. Donc, les territoires ruraux sont très mal desservis. Et donc, ça aide d'être en élection, là. Et le gouvernement a annoncé plusieurs centaines de millions de dollars pour aller connecter des zones rurales, pour déployer de la fibre optique, pour déployer du 4G qui va devenir 5G éventuellement. Il y a aussi l'entreprise canadienne Telesat Canada qui s'est associée avec une division de Thales pour lancer une constellation de satellites qui va faire compétition à celle de Jeff Bezos. Donc, Telesat prévoit lancer environ 200 satellites pour donner de la connectivité via sans fil, via satellite aux zones nordiques du Canada. Tous ces gens-là planifient évidemment de mettre en place des SOC, des centres de contrôle de cybersécurité pour contrôler ces réseaux-là. Est-ce que je peux reposer une deuxième question? Bien sûr, allez-y. Juste, est-ce que les organes de régulation ont une position, un positionnement particulier justement au regard vis-à-vis des entreprises comme SpaceX, OneWeb? C'est en discussion encore une fois. Donc, on a un organisme de régulation qui s'appelle le CRTC, donc le Centre de régulation des télécommunications, qui historiquement ont toujours fait la régulation de qui a le droit d'avoir un poste de télévision ou une station de radio, là. Ils sont un peu pris au dépourvu par la vitesse à laquelle ça avance et surtout avec comment est-ce qu'on fait pour taxer les GAFA, pour s'assurer que les Netflix, les autres paient leur juste part en termes de diffusion. Et ils sont aussi dans la régulation de ces nouveaux réseaux-là. Mais je ne peux pas vous dire que c'est résolu. Je peux pas vous dire que c'est résolu encore, non. Alors, y a-t-il une autre question? Profitez-en, vous avez les acteurs canadiens qui sont là, donc on a un monsieur juste ici. Bonjour, déjà. Merci d'être là, hein, parce que c'est pas à côté quand même, le Canada. Nous, on voulait savoir, en France, en tout cas, nous avons des organismes comme l'ANSSI qui nous donnent énormément de guidelines, énormément je dirais, de matière pour pouvoir faire les analyses de risque, les méthodologies, les outillages, les labels, etc. Il existe la même chose là-bas, ou est-ce que vous êtes rattaché au système américain, ou est-ce que c'est possible de pousser nos méthodologies de français, entre guillemets, là-bas? Nous avons une nouvelle organisation qui est, dans le fond, qui fait partie d'une plus grande organisation. Donc, on a un organisme au Canada qui s'appelle le Centre de sécurité des télécommunications. Si on était aux États-Unis, on appellerait ça la NSA. Et le Centre de sécurité des télécommunications a reçu un nouveau mandat, celui de créer le Centre canadien pour la cybersécurité, qui, eux, ont des mandats similaires à l'ANSSI. Donc, de faire de la certification, d'émettre auprès des différentes organisations les principales menaces à tous les jours, ce genre de trucs-là. Ils vont aussi faire de la sensibilisation, ils vont aussi être proactifs dans la protection des réseaux du gouvernement canadien et de ses principaux partenaires. Donc, c'est une nouvelle agence, elle provient d'un monde qui était généralement assez fermé. Donc, je crois qu'ils ont encore pas mal à investir en relations publiques et en partenariat avec l'industrie, mais ça s'en vient. Peut-être Tyson, oui, on prendra la question ensuite juste devant. Tyson, si vous m'entendez, peut-être un complément d'information, parce que vous évoquiez justement tout à l'heure des méthodes et notamment adaptées pour les infrastructures critiques, qui sont notamment en lien évidemment entre les coopérations entre l'ANSSI et le Canada. Est-ce que vous voulez rajouter un élément de réponse? Oui, c'est comme Antoine a dit, le nouveau groupe qui a été créé par le gouvernement du Canada est en charge, mais il y a aussi Public Safety Canada qui a vraiment une bonne main sur le problème ici au Canada. C'est un grand défi, donc je veux dire aussi, il y a de plus en plus de collaboration. Nous autres, par exemple, il y a un projet entre le gouvernement, l'industrie et l'académie, où ils partagent le renseignement des objets connectés industriels et les technologies opérationnelles pour savoir plus qui peut trouver des menaces plus rapidement à n'importe quel secteur. Donc, il y a tous des projets comme ça qui sont commencés, qui vont aider dans le futur, mais je veux dire, et c'est pas un secret, mais les autres pays comme la France,
ils ont déjà un avantage de maturité et on travaille fort d'être plus capable et plus mature. Donc, le plus qu'on peut travailler ensemble, même gouvernement à gouvernement, ça va nous aider beaucoup. Il y a également peut-être, Antoine, un mot sur la certification. Oui, il y a aussi des initiatives en matière de normes de certification qui commencent à émerger. Donc, le gouvernement du Canada a publié très récemment une norme qui s'appelle Cybersecure Canada, dans le fond, qui est une norme un peu éducolorée de CMMC aux États-Unis, là, qui est la norme qui est nécessaire pour vendre au Pentagone ou aux forces américaines. Et en contrepartie, il y a aussi en identité numérique une nouvelle norme qui devrait être finalisée. Elle est publiée pour commentaire actuellement, qui s'appelle le Pan-Canadian Trust Framework, le cadre pan-canadien de confiance, quelque chose comme ça. Là. Donc, ça devrait sortir soit en septembre ou en octobre. Alors, on a une dernière question devant, si on peut donner un micro, s'il vous plaît. Merci d'abord pour la présentation qui était extrêmement intéressante. Vous avez parlé au début de la nouvelle loi de protection des données canadiennes qui ressemblerait au RGPD. Est-ce que ça va être une loi nationale? Est-ce que ça va être une loi, par exemple, par région ou de manière fédérale? Et effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs lois dans le monde qui ressemblent au RGPD. De quelle manière est-ce qu'effectivement ça va ressembler à CCPA? Voilà. Donc la réponse dommage, c'est tout ça. C'est ça le problème. Donc, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi 11, qui est un projet de loi sur la protection des données personnelles, sur l'obligation des entreprises de laisser le contrôle à leur clientèle sur leurs propres données personnelles, ce genre de trucs-là. La loi allait jusqu'à un certain niveau qu'on pourrait dire basique. Le gouvernement du Québec, en même temps, parce que vous savez, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, ça travaille main dans la main constamment. Donc, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 67, qui se rapproche beaucoup du règlement européen de la protection des données. Donc, c'est vraiment coercitif, il y a vraiment le concept d'amende d'un pourcentage du chiffre d'affaires mondial si ce n'est pas respecté, ce genre de trucs-là. Évidemment, le gouvernement du Canada n'est pas content que le gouvernement du Québec aille plus loin et les entreprises ne sont surtout pas heureuses parce une entreprise qui est nationale va devoir se conformer aux deux lois et ça complique un peu les choses. Je peux poser une autre question? Bien sûr. Quelle articulation avec le PIPEDA? PIPEDA, le canadien, c'est un privacy, c'est une sorte, voilà. Le bureau de comment ça s'appelle? Le commissaire à la vie privée. Yeah, voilà, c'est ça en français. C'est directement, au niveau du Québec, c'est directement relié. Donc, la loi, c'est le commissaire de la vie privée du Québec qui va la faire appliquer. Au niveau du gouvernement du Canada, il y a deux réponses possibles. Il y a le commissaire à la vie privée canadien qui a juridiction dans une certaine mesure, mais il y avait aussi, avant que l'élection soit déclenchée, un autre projet de loi qui visait à mieux contrôler les GAFA, à les taxer, à déterminer quelle était la propriété de contenu, qui visait le modèle australien, c'est-à-dire la création d'un genre de e-safety commissioner. Donc, la création d'un nouvel officier du Parlement qui aurait juridiction pour faire retirer des contenus à caractère terroriste, des contenus pédopornographiques, ce genre de contenu-là. Et donc, qui va avoir juridiction, puis où est-ce que ça va se compliquer, je ne le sais pas encore. Puis si on n'avait pas eu d'élection, puis que les projets de loi avaient vraiment été débattus, puis avaient été adoptés, ça aurait été plus simple. Bien, donc encore beaucoup de projets. Alors je suis désolée, mais on doit vraiment clôturer cette session puisque vous l'avez vu, le programme est très riche. Néanmoins, ça n'est pas une fin en soi puisqu'évidemment là c'était l'opportunité de pouvoir présenter beaucoup de choses. Mais Antoine est encore présent sur le FIC et vous avez les équipes de l'ambassade qui sont également présentes et qui sont à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Ils sont justement au fond de la salle et seront évidemment ravis de pouvoir échanger avec vous et de répondre à vos questions. Antoine, un grand merci d'avoir été avec nous. Tyson et Christophe, merci d'avoir été connectés. On vous dit à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bel après-midi et encore bon FIC jusqu'à demain.